Bonjour à tous. Salut! On ne pouvait pas arriver en Espagne, passer 4 mois au Portugal sans faire un vrai bilan du Portugal. On vous explique dans cette vidéo ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous a surpris, les anecdotes aussi pendant ces 4 mois et un petit bêtisier pour la fin. Allez, on y va. De uma vez por todas diz se me amas ou não vale a pena mais em te pensar. De uma vez por todas diz se me adoras ou se outra existe no meu lugar. Não posso mais viver assim. Meu caminho quero saber. Se nada mais queres de mim, se nada mais queres de mim, porque não me vens dizer? No nosso mundo tu partiste sem dar uma explicação. Eu fiquei sozinha e triste, eu fiquei sozinha e triste, feriste o meu coração. E uma vez por todas diz se me amas ou não vale a pena mais em ti pensar. E uma vez por todas diz se me adoras ou se outra existe no meu lugar. E uma vez por todas diz se me queres, se eu contigo posso ainda sonhar. E uma vez por todas diz-me a verdade, que sempre de mim quiseste ocultar. Não quero viver enganada nesta louca ansiedade. Alors, ce qui nous a surpris dans un premier temps en arrivant au Portugal, c'était lors de nos premières courses. On s'est vite rendu compte qu'on ne trouvait pas les produits qu'on avait l'habitude d'acheter en France. Le premier produit phare que Christophe met à chaque plat, La mayonnaise. Je mets de la mayonnaise dans pas mal de plats et j'ai été très déçu quand je suis arrivé effectivement au Portugal de ne pas pouvoir trouver au moins une mayonnaise qui avait le goût de la mayonnaise comme celle qu'on a en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mayonnaise qu'on a ici, il y en a beaucoup. Hein. En fait, j'ai quand même remarqué qu'il y avait plein de choix en mayonnaise, mais c'était toujours à peu près le même goût. Et c'est un goût particulier au Portugal, c'est le même goût que vous pouvez avoir dans les mayonnaises qu'on vous sert au McDo. C'est peut-être d'ailleurs la même chose dans les pays anglo-saxons. Alors, on est peut-être finalement une exception à la règle. Tous ceux qui arrivent finalement en France se disent mais qu'est-ce que c'est que cette mayonnaise? En tout cas, la mayonnaise qu'on connaît, celle qui est faite avec de la moutarde, et ben là on la trouve pas. l'autre chose qui nous a surpris en faisant nos courses, on ne trouve pas non plus de sucre en morceaux, de sucre en pierre, comme on a l'habitude, nos petits carrés de sucre dans le café. Ici, c'est que du sucre en poudre, en petites dosettes, hein, comme ce que vous avez quand vous allez prendre un café dans un bar. C'est souvent, enfin, sauf en France il y a encore des sucres en morceaux, mais ici, en tout cas, même dans les bars, on nous sert des petites dosettes de sucre en poudre. Donc, on a pris l'habitude d'acheter maintenant ce sucre-là. Il est tout à fait bon, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est pas sous la même forme. On l'a cherché longtemps, le sucre en morceaux. Aussi, oui. Ça faisait partie Quand des vous choses cherchez 15 minutes dans un supermarché le sucre en morceaux et qu'on ne le trouve et pas, qu'on ne trouve pas, oui. on se dit, mince, il y a un souci. Autre chose qui nous a surpris aussi en faisant nos courses, c'est la taille des bidons d'eau qu'on achète. En France, on avait l'habitude d'acheter des packs de 6 fois 1 litre ou 1,5 litre, qui nous faisaient en général largement la semaine, même plus. Ici, il faut savoir que, alors déjà il fait chaud, donc on boit beaucoup plus, mais les bidons d'eau sont vendus en énormes bidons de 6 voire 7 litres. Donc c'est étonnant de voir dans notre chariot déjà la place que prend l'eau. Alors, il y a deux raisons pour ça. Déjà, on nous a conseillé dès notre première arrivée à Esposen de ne pas boire l'eau du robinet et d'acheter de l'eau de source ou de l'eau minérale. On ne sait pas si c'est parce qu'elle est complètement impropre à la consommation ou si c'est juste une affaire de goût. Est-ce qu'au Portugal, l'eau
a du goût ou n'a pas bon goût, j'en sais rien. Mais dans plusieurs endroits, à Pombal aussi, on nous avait dit de ne pas cuire les aliments à l'eau du robinet. C'est ça qui est le plus désagréable, c'est que quand vous buvez à la rigueur, même en France, finalement, vous prenez votre bouteille d'eau, vous vous servez un verre d'eau. Mais quand ici, vous faites cuire des voilà, pâtes, quand vous faites des riz. pâtes, vous mettez 2 litres d'eau Ouais. dans le... Donc ça part super vite finalement. Donc je comprends qu'ils le vendent en bidon, sinon on n'aurait pas fini d'acheter des packs. Alors, il y a des bidons, hein, donc vous l'avez compris, mais il y a forcément aussi les 1,5 Il y a litre. aussi des packs, Voilà. ouais. C'est juste que vous voyez quand même dans le rayon que les bidons de 5 et 6 litres sont quand même très présents. Il y a même plus gros, je crois qu'il y a 7 litres. Ah bon. Il y a aussi autre chose qui nous a surpris, c'est incontournable quand on est français, on cherche notre boulangerie. La boulangerie, on pouvait la chercher longtemps. Hein. Bon, il y en a dans les grandes villes, à Lisbonne, à Porto, il y en a des boulangers-pâtissiers. Mais en général, dans les sont petites plus villes rares, qu'on a hein. traversées, c'était des snack bars qu'on appelle là-bas des pastelaria qui vendent du pain. Ils vendent aussi des petites quiches, Des gâteaux, salées, des petits gâteaux, des pastels de nata. Oui, de la pâtisserie. Super bon d'ailleurs au passage. Et voilà, c'est dans ce genre de petits snack bar qu'ils vendent et le pain, et aussi les cigarettes, et aussi parfois des timbres-poste, et aussi parfois même des bouquets de fleurs. Pour trouver des fleuristes avec des vrais bouquets qu'on compose nous-mêmes, je vous garantis que c'est pas facile. Donc c'est rigolo parce qu'en fait ce snack bar fait office un petit peu de bazar où ils vendent un petit peu de tout, de choses différentes. Mais en soi le pain est quand même bon. Donc voilà, c'était la surprise. En général, on cherchait les boulangeries. Et on s'est rendu compte que c'est les pastelarias qui en Surtout, d'ailleurs, je me rappelle même pas avoir trouvé une... À Esposen, on a cherché, ouais. on n'a jamais trouvé. Longtemps, on l'a cherché. On nous a Dans dit d'autres qu'il y en villes, avait c'est une. plus rapide, mais... À Lisbonne, par contre, on en a vu plusieurs. Même là, ici à RRS, on en a vu. Une autre chose qui nous a assez surpris, c'est le fait de voir dans pas mal d'endroits et pas mal de rues des personnes qui vendent leurs fruits et leurs légumes. Et quand je dis dans plusieurs endroits, vous pouvez très bien trouver des vendeurs de fruits et légumes à un rond-point. Vous êtes en train de tourner dans votre point et vous vous apercevez que juste dans la rue d'en face, il y a quelqu'un avec sa voiture. Ah non, pas au milieu, bien que. Et vous avez la personne qui a ouvert son coffre, qui a sorti son étal et qui vend ses fruits et ses légumes à qui veut bien l'acheter. Et ça, il y en a j'en ai vu pas mal, et notamment une fille qu'on avait vue à Pombal, sur la rue. Il faisait hyper chaud à Pombal à ce moment-là. Ouais. Elle avait juste un petit parasol. Et qu'on passe à 7h du mat, enfin on passait pas 7h, mais qu'on passe à 9h du matin ou qu'on rentre le soir à 20h, on la voyait le long de cette même rue, toujours avec son petit parasol, et elle vendait, je crois, des melons ou quelque chose comme ça. Chapeau, hein. Je sais pas si elle y restait vraiment toute la journée, mais on la voyait à chaque fois. Donc bon, c'était voilà, c'est une manière comme une autre de gagner de l'argent quand la vie est difficile et quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je pense que ça leur permet en tout cas d'avoir de joindre les deux bouts, un petit peu de cash en plus. Maintenant, on va vous dire comment est-ce qu'on perçoit la façon de vivre des Portugais, qui est légèrement différente de la nôtre, mais il y a des causes, il y a des raisons pour ça. L'une des choses qui nous a vraiment surpris au Portugal, c'est de voir le nombre, la quantité de potagers qu'il y a dans les maisons. La plupart, enfin en tout cas beaucoup de gens, beaucoup de Portugais ont un potager, cultivent leur potager. Si c'est pas eux, c'est leurs parents, ou c'est leurs enfants, ou c'est leurs frères, leurs sœurs. En tout cas, dans une même famille, c'est très rare de ne pas voir un potager. J'imagine que dans les grandes villes, il y en a moins, mais en tout cas dans les campagnes, Pombal, Esposen, Sintra, même à côté de Sintra, on voyait beaucoup de gens avec des potagers qu'ils cultivaient à tout âge. On a vu des personnes très âgées cultiver encore leur potager. Et c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle dans les supermarchés on trouve moins de conserves, parce qu'effectivement ils ont ça dans leur jardin. Donc forcément les supermarchés ne proposent pas ce qu'ils ont dans leur jardin. Mais c'est vrai que les petits pois, les jardinières de légumes avec les petits champignons et tout ça, niet, on pouvait faire une croix dessus. Vous pouvez aller le cultiver votre jardin pour les avoir. Donc ça c'était vraiment étonnant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup aussi, on l'a remarqué et on nous l'a confirmé par la suite, beaucoup de Portugais vivent très proches de leur famille élargie. Souvent, il y a les grands-parents qui sont près des enfants, enfin les enfants qui sont près des grands-parents et les petits-enfants également. Mais ça, je crois que c'est une conséquence globale. En 2008, le Portugal, comme beaucoup de pays en Europe, est tombé dans la crise, et le Portugal est peut-être le pays
dans le sud de l'Europe, qui est, on va dire, déjà le mieux préparé, dans le sens où, du fait qu'ils cultivaient déjà leur jardin, du fait qu'il y ait quand même une certaine proximité entre les enfants, il y a vraiment un esprit de famille. Hein. Ils sont très soudés. Ouais. Eh bien, ça leur sert dans des situations difficiles. La crise étant tombée, il y a eu forcément des choix à faire, et certains enfants ont dû retourner chez leurs parents. Les jardins aussi ont permis de pérenniser un peu les mois, hein, de joindre les deux bouts. On retrouve aussi ces fameuses familles où, pendant que il y a le garçon qui a peut-être 30 ans qui vit avec sa femme dans la maison de son père, et que son père habite peut-être à l'étage ou en dessous, qui va travailler le matin, et du coup les grands-parents s'occupent des enfants directement à domicile, et c'est les grands-parents qui vont s'occuper toute la journée des petits-enfants. Alors, au Portugal, il y a quand même moins d'aide pour faire garder ses enfants. Donc déjà, ça n'incite pas non plus à devoir payer, surtout quand déjà le revenu est bas au Portugal. Donc le fait qu'il y ait moins d'aide qu'en France, en France, moins d'aide, moins d'argent, forcément ça amène une disparité par rapport à la France qui est importante. Et là, quand vous avez un SMIC à 550 € quand vous travaillez, quand vous avez la chance de travailler, et que vous devez quand même payer une garderie à côté pour aller travailler, voilà, si vous n'avez pas de grands-parents, je ne sais pas comment vous faites, ou de parents plutôt. Donc voilà, le troc est important, l'esprit de famille l'est aussi. En tout cas, ils sont vraiment solidaires, ils s'aident. Ils s'entraident. Ils s'entraident, en tout cas pour dans la famille et tout ça. Ils s'entraident dans la famille et ils s'entraident dans le voisinage. Et c'est rigolo c'est marrant de voir la proximité, géographique en général. Les quartiers, je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une famille dans le quartier, mais souvent ils disent que leur frère, leur sœur est juste à 3-4 maisons. Notamment la maison où on était, c'était l'oncle de la propriétaire qui venait nous apporter le courrier parce qu'il était à 2 rues. Ils sont vraiment localisés proches les uns des autres. Donc c'est quelque chose que chez nous on est tous dispersés quand même. Moins. C'était le cas il y a 20-30 ans, oui. Ouais, dans les années 50, oui. On habitait proche de ses parents. Ouais. Alors maintenant, on va vous dire ce qu'on a adoré au Portugal, parce qu'il y a plein de choses qu'on a adoré, il fallait faire des choix, on ne peut pas tout vous raconter, mais la chose qu'on a vraiment adoré, c'était les restos. Ma mamie a les restos. Il y avait vraiment de super restos, et non pas forcément parce qu'ils étaient chics et tout ça, c'est pas du tout ce qu'on cherchait d'ailleurs. Non. C'était des très bons restos parce que ce que vous aviez dans l'assiette, c'était des produits de qualité, et à la fin, quand vous payez, vous repensez aux choses que vous payez en France et vous dites, tiens, un McDo ça vaut, on ressort souvent chez McDonald's, je ressors encore ça, mais 10-12 euros. Vous payez 12 € à la sortie et à la fin vous n'êtes pas content parce que vous savez très bien que vous avez mal mangé. Là, vous avez une assiette qui est très bien garnie. Ah ouais. Les produits sont frais, ils sont bien cuisinés. Prenez les demi-portions, les gars, si vous y allez. Et mais ça c'est un truc, c'était un truc qui nous a. Je sais plus si on le savait avant de partir. Non, je crois pas. On s'est fait avoir, si, parce qu'on s'était fait avoir la première fois. Alors, la première fois qu'on est allé au restaurant, c'était à Esposende. Il y avait un prix et à côté un demi-prix. La moitié de ce prix-là. On se demandait un petit peu à quoi ça correspondait, ce qu'il fallait faire. Le serveur nous dit que c'est une demi-portion, mais que déjà la demi-portion est très bien garnie. On essaye. On lui dit qu'on veut ça, effectivement la demi-portion. On reçoit une assiette, mais garnie de chez Garni. Chez Garni. Même moi, même Christophe qui est un gros mangeur, il se disait c'est pas possible, il n'a pas entendu ou ils se sont trompés, ils nous ont mis une assiette complète. Non, c'était vraiment la demi-portion et on a vraiment payé. Le plat était, alors quand en France on paye un plat classique, allez, je suis sympa, entre 12 et 15 euros, ici on le payait 7 euros. On mangeait vraiment de bons produits de qualité, simples, parce que c'était pas non plus des fioritures, c'était pas du gastro avec des petites herbes et une petite fleur dedans et tout ça. Non, vraiment c'était copieux, c'était des bons produits, des bons légumes, des bonnes patates avec de l'huile d'olive, du bon poisson frais. C'était donc vraiment oui, ça c'est vraiment le premier truc qu'on. Et quand on dit 30 euros, c'est total, c'est pas pour une personne, c'est 30 euros pour les 4. Limite, on avait envie de leur donner plus. Quand on a vu la note, on s'est dit, est-ce que vraiment ça vaut ils sont pas trompés. On a envie même de leur donner 10 euros en plus en disant, les gars, vous êtes trompés, quoi. Ce qu'on a mangé, ça valait plus.
Donc les Portugais sont très généreux et dans ce qu'ils mettent dans l'assiette, ils n'hésitent pas avec la quantité et la qualité. On a été déçus que 2 fois au restaurant. Une fois à Lisbonne. Et l'autre fois, je ne sais plus, mais je sais qu'il y avait une autre fois, on s'était dit non, c'est du surgelé ou tout ça. Éviter déjà les coins touristiques. Bon, ça, nous on le savait. Et on a fait l'erreur une fois parce que il était tard, les enfants avaient faim et puis on voulait se poser maintenant. Puis on n'avait pas envie de réfléchir, on n'avait pas envie de checker, savoir les avis, tout. C'est bien aussi de se laisser aller au premier truc. De temps en temps, on a des belles surprises. Hein. L'autre chose qui nous a vraiment surpris, c'est la générosité de l'accueil des Portugais. Partout où on est passé, on a eu un super accueil. Notamment une petite anecdote, hein, on était partis se promener avec Christophe et des enfants dans un petit coin, un petit village. On s'arrête, on va se promener, on va marcher, et puis je remarque une fleur qu'on voyait souvent dans le coin, qui était très très jolie, mais je ne savais pas le nom. J'aurais bien voulu savoir le nom. Donc on s'arrête à une devanture de maison où on voit un petit jardin fleuri, et on voit cette même fleur, et un monsieur était en vélo juste devant, donc je me permets de lui demander, il ne parlait pas anglais, mon portugais n'était pas très très bon, il est allé chercher le propriétaire de la maison, je me suis dit chouette, il doit parler anglais ou peut-être français, que nini. Il parlait ni français ni anglais. On a réussi tant bien que mal à savoir le nom de cette fleur. On était juste, on voulait pas le déranger non plus, quoi. On voulait juste savoir le nom de la fleur si possible. Et en fait, ce petit monsieur, il a voulu nous montrer une autre fleur qui ressemblait dans son jardin. Et puis, de cette petite fleur, il est venu nous emmener dans son potager, dans son domaine. Il nous a tout montré, le nom de ses fleurs, ses arbustes, ses arbres fruitiers, il nous a fait goûter des fruits. Son atelier, il nous a montré son atelier. Il nous a raconté sa vie. C'était vraiment un super moment parce qu'au final, on voulait juste le nom d'une fleur et on a passé 2 heures avec lui. Il nous a fait asseoir à sa terrasse, il nous a payé un petit apéritif de son vin qu'il produit lui-même. La générosité est dans toute sa splendeur, hein, parce qu'il ne comprenait rien de ce qu'on disait. Et on arrivait quand même à... Avec quelques gestes. Il nous a montré sa carte d'identité, par exemple, pour nous dire son âge. Voilà, c'était plein d'humanité, plein de bonté. Ce petit monsieur, 88 ans, il attendait rien en retour. Il nous a offert plein de fruits, il nous a offert une bouteille de vin pour le retour. Enfin, voilà, on part pour connaître le nom d'une fleur et on repart avec une grosse caisse de fruits et légumes et une bouteille de vin. Et puis un super souvenir merveilleux de ce monsieur, quoi. Ça fait partie des Portugais. Ils nous ouvrent facilement leurs portes. J'ai aussi un exemple tout concret, Lissandre, quand il a eu son problème d'eczéma, qu'on l'a emmené à l'hôpital d'à côté, on a fait une vidéo dessus et 2 jours après, une gentille dame qui s'appelle Lydia nous a contacté pour dire écoutez, moi je suis franco-portugaise, je peux prendre contact avec un spécialiste, traduire pour vous et puis prendre un rendez-vous, c'est pas normal. Voilà, on lui a dit pourquoi pas, et puis finalement, de fil en aiguille, elle nous a effectivement pris rendez-vous chez un dermatologue spécialisé. Elle nous a accueillis chez elle, elle nous a fait les traductions, elle nous a amenés chez ce spécialiste. Lysandre a été guérie en 3 jours. Enfin voilà, encore une fois, rien de... On a mangé chez elle. Elle nous a invités ensuite à un repas chez elle, elle nous a fait un plat typique local. C'est Philippe. Oui, Philippe. C'est Philippe. Il va pas être content. Ils nous ont fait une francesina comme jamais, on l'a vu se faire, ils l'ont fait à côté de nous, c'était super quoi, c'était un souvenir encore merveilleux. Voilà, des gens ouverts, plein de chaleur, plein de bonté, prêts à rendre service tout de suite, donc ça fait vraiment plaisir, c'était vraiment génial. Autre exemple de générosité et de super accueil, quand on était à côté de Sintra chez Susanna et Ricardo, on était juste leurs invités, ils étaient juste nos hôtes, ils n'étaient pas obligés de passer autant de temps avec nous. Ils nous ont bombardé de bonheur, c'était vraiment le cas de le dire. Ils nous ont donné plein de fruits et légumes, ils ont fait des petits plats. Lulu, elle nous donnait des melons, des tomates, des pastèques, enfin super quoi, vraiment un accueil génial. Ils nous ont fait découvrir des plats. Il y avait Susanna qui nous avait fait une soupe typique portugaise, super bonne. Ils nous ont partagé des barbecues, alors qu'ils avaient des invités, ils nous ont quand même apporté des plats, voilà. Ou ils nous invitaient même avec leurs invités, enfin voilà. Ils étaient vraiment pas obligés. Non, c'était vraiment que du bonheur, 100% bonheur quoi chez eux. Pareil quoi. Encore une fois, ils regardaient pas en train de se dire là on aurait pu le vendre, ou ils nous donnaient plus que il aurait fallu. Voilà, c'était vraiment des gens plein de bon cœur. Donc les Portugais vraiment ils sont super généreux. Ça c'est en tout cas ceux qu'on a croisés, parce que j'imagine que ça se trouve on a eu de la chance finalement. On a eu peut-être de la chance, mais en tout cas on a croisé vraiment des gens très bons. C'est vrai que c'était vraiment, ça fait chaud au cœur. Bon, il y a d'autres choses qu'on a moins aimées au Portugal.
Bon, moi, la caipirinha, j'ai pas aimé. Désolé, les Portugais, j'ai pas aimé. Moi, j'aime bien. Mais bon, en fait, si vous aimez pas les alcools forts, vaut mieux éviter, effectivement. Ah ouais, c'était fort. Moi, ils ont essayé de me le diluer 3 fois quand même. Hein. J'ai même pas pu le boire. Ça ressemble à de la vodka, gin, je sais pas quoi, rhum. Non. Par contre, le Douro, ouais, top. Le Douro, c'est du vin. Ah ouais, mais il est super bon. Il est tout doux, il est super. Un vin de fille, quoi. Autre chose qui était un petit peu moins bien, mais bon, voilà, il faut des petits points, c'est l'autoroute qui est quand même assez chère, qui est pratique, hein, parce que ce sont, en fait, quand on rentre dans le territoire portugais, on s'enregistre. Au nord, en tout cas, par le nord. Au nord, ouais, mais en tout cas par le nord. Vous vous enregistrez, donc il relève la plaque d'immatriculation et vous mettez votre carte bleue. En fait, tout se fait automatiquement. Hein. Vous avez juste un guichet, il n'y a personne dedans, et puis vous repartez, c'est fini. Ensuite, vous prenez l'autoroute et là, tous les tronçons, vous payez quelque chose. Tout dépend de la longueur du tronçon, tout dépend de où vous êtes situé, et puis vous payez 20 centimes, 40 centimes, 1 euro, voilà, en fonction du tronçon. Donc au début, on dit ah, c'est facile parce que déjà on s'arrête plus. Ouais, ça c'est cool. C'est pas cher, c'est le tronçon qui est pas cher. Mais mis bout à bout. Mais mis bout à bout, ça revient très très cher, très très cher. Ah, non plus que... Et c'est ce qui fait que notamment les autoroutes, beaucoup d'autoroutes au Portugal sont assez désertées et les voies secondaires sont très empruntées. Du coup, on se retrouve avec des bouchons sur les routes secondaires et les autoroutes. C'est vrai que c'était flagrant hein, quand on avait traversé une petite bourgade. Bah, justement, avant d'arriver à Esposen, on avait vraiment l'autoroute qu'on voyait. Et elle était vraiment à côté de la petite... Il se longe en fait, c'est souvent... Il se longeait, et alors l'autoroute, il n'y avait personne, et nous, on a attendu, avant de traverser ce petit bled, facile une demi-heure. Donc on s'est dit, c'est pas possible, il n'y a personne là-bas, oh les gars. Mais bon, après voilà, forcément, c'était gratuit là. Voilà, sinon on a tout était bien, tout était cool. Tout était cool. C'est bien. Bon, il fait 30 degrés, qu'est-ce que t'en penses si on fait l'anecdote là-bas? Allez, on se déplace. On va aller faire une petite bronzette là. Dernière chose dont on voulait vous parler, c'était des petites anecdotes qui nous sont arrivées au Portugal, dont on n'a pas forcément fait l'objet d'une vidéo, mais on trouvait ça sympa de vous faire part un petit peu de ce qui nous est arrivé de drôle et de moins drôle. Mais de drôle maintenant, avec le recul. La première des choses, ça concerne le drone à Christophe. Honnêtement, je pourrais écrire un livre dessus ou un article qui durerait 2-3 pages, tellement il y a de choses à raconter. Donc forcément, hein, son drone, c'est son 3e bébé, hein, il y tient, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc quand il fait voler son petit hélicoptère, eh ben, il faut personne autour et il ne faut pas le déconcentrer. Voilà, personne n'a le droit d'y toucher forcément, ni les enfants, mais moi non plus. Donc on ne l'embête pas, attention, papa fait décoller son truc, quoi. C'est toujours l'instant suprême et l'instant sacré. Donc là, on s'était rendu dans une petite forêt, on avait été se promener. Et Christophe trouvait sympa, c'était au tout début qu'il l'avait, hein. Tu l'avais fait voler peut-être 3 fois. 4 fois, ouais. Donc c'était encore assez balbutiement. Donc voilà, on va faire notre balade et après on laisse Christophe tranquille. Il dit attention, chérie, tu surveilles les enfants, je vais faire voler mon truc. Ok. Et c'était rigolo en tant que spectatrice, moi j'ai vraiment adoré. Bon après, c'est de le voir en fait, il y avait une route principale et tout autour c'était la forêt. J'avais fait voler mon drone, hein. Je décollais sans problème. Il décolle sans problème. Je fais mon tour en l'air, hop, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est quand il a fallu atterrir. Alors attends, parce que le truc le plus drôle, c'est qu'il commence à le faire baisser, puis il dit attention chérie, il y a une voiture qui arrive. Donc forcément, vu que c'était sur la route qu'il voulait le faire atterrir pour que ce soit bien plat, j'étais aux aguets pour voir s'il n'y avait pas de bagnole qui arrive, forcément. Et je lui dis chérie, remonte-le parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voilà, histoire de pas déranger les gens qui sont en voiture, qui se demandent pas ce que c'est que ce truc juste au-dessus de leur tête. Donc Christophe le relève à bonne hauteur, enfin assez haut même, pour que les gens ne soient pas dérangés. Je le refais redescendre et au moment où je suis peut-être à 10 cm, je dis tiens, parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur un... C'est pas pour faire ouais. laisser passer la voiture. Non, je remonte, après je redescends, il n'y a pas de souci, et je me dis à la fin tiens, je vais tester l'atterrissage en automatique, parce que vous savez, il y a sur ma télécommande, enfin sur les télécommandes du drone, sur le mien, il y a un petit bouton qui s'appelle Go Home. Donc c'est retour à la maison. Et normalement, le retour à la maison fait que le drone redescend là où il a décollé. Là où il a décollé, voilà. Normalement. Normalement. Le souci, c'est que
Donc j'étais à 10 cm, j'aurais pu descendre encore plus en manuel et tout était fini, je serais rentré chez moi avec le drone. Quoi. C'est horrible. Mais là, donc j'ai appuyé, j'aime bien faire des tests. Le problème c'est qu'un test, des fois ça coûte cher. Ça c'est clair. J'appuie sur Go Home et là... Et là on voit Christophe qui commence à partir et j'entends un premier. Bah merde, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Puis là je vois Christophe qui commence carrément à courir. Et là je me dis putain mais qu'est-ce qu'il fait? Et je reviens dans la route principale et je vois le machin qui file mais à une vitesse, mais quand même il allait vite hein. À une vitesse et Christophe qui courait en dessous et le bordel qui redescendait pas et je le voyais pas descendre. Je vois des feuilles qui tombent, je me dis ah ça y est il a craché son truc dans les arbres. En fait le drone remontait. Le Go Home que le drone avait enregistré n'était pas l'endroit où je l'avais fait décoller, mais a priori... L'endroit où il avait fait décoller la fois d'avant. La fois d'avant, voire, j'en sais rien d'ailleurs. La fois d'avant encore. Voire d'avant. Donc ça se trouve il repartait en Espagne. Le voilà, et donc ce qui s'est passé c'est qu'au moment où j'ai appuyé sur Go Home, j'étais à 10 cm du sol, hein, je vois le truc qui commence à partir tout droit, il suivait la route, à fond les ballons, il était peut-être à aller à 20-30 km/h, et bing, il s'en va. Je dis bah c'est pas possible. Donc j'essaye d'annuler déjà mon Go Home, ça marchait pas. J'essaye de l'emmener à droite, à gauche, ça répondait. À droite, gauche, ok, ça répond. J'essaye de le monter, ça répond. De descendre, ça répond. Mais j'arrivais pas à le faire revenir vers moi. C'est-à-dire que le revient en arrière, tourne, non, ça marchait pas. Donc tu l'as fait monter. Le truc partait. Et pour éviter de me taper un arbre, je dis, je vais l'emmener en haut. Donc c'est là qu'on a vu plein de feuilles tomber. Là je me suis dit c'est bon, le truc il est mort, on va le voir se scratcher. Et pas du tout. Il a finalement traversé tant bien que mal les arbres qui devaient être sur son passage. Et là, Christophe, je l'ai pas revu, et le drone non plus. Alors moi, en fait, il y a un moment où je le suivais à vue, et je dis bon, faut que je sois derrière pour pas perdre le signal. Donc d'abord, je marchais vite, en fait. J'ai pas d'abord couru, je marchais vite. Ouais, t'as couru quasiment. Pour éviter. Et puis après, je marchais tellement vite que effectivement, je commençais à courir parce que il y avait marqué no signal. Et là, quand il y a marqué no signal, ça veut dire que d'une, il n'y a plus de signal tout de suite, mais en plus que je risque pas de le récupérer dans les secondes à venir. Donc là, on voit le prix tout de suite qui s'affiche là, en gros, et on voit qu'il s'en va, le prix là. Et on essaye de le récupérer, tant bien que mal. Et du coup, bah voilà, j'ai récupéré Christophe au bout de 10 minutes, il a essayé de le rechercher pour voir si c'était pas scratché, il a rien trouvé. On est retourné à l'endroit où il avait fait décoller la fois d'avant. Et la fois d'avant. Et il est retourné le soir, la nuit tombée, parce que normalement ça clignote quand même. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça clignote hein, quand il fait plus jour. Donc a priori, on aurait pu voir un signal, quoi que ce soit, mais on l'a jamais retrouvé. Impossible de remettre la main dessus. Je me suis dit non, je m'arrête pas là. Les images que je voyais étaient tellement belles et la capacité... en tout cas la qualité faisant de superbes vidéos après, je me dis non, j'en veux un autre. J'en veux un autre et un encore plus cher, que je puisse le détruire encore plus. Qui puisse faire les fameux Go Home en automatique. Donc il en rachète un, tout va bien. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, on a été bien là. Hein. Là on s'est dit ça y est, c'est bon. Moi je commence à être content, il l'a bien en main, donc bon a priori, voilà. Mais c'était sans compter l'étape de Montargis qui nous aura été fatale. On était en camping à ce moment-là et donc il nous restait que quelques jours pour faire les dernières. Comme vous le savez, il fallait que je fasse une vidéo du camping et notamment faire des belles vidéos, des belles prises aériennes. Le drone a une capacité de 20 minutes en vol, à peu près. Du coup, ça vous laisse pas le temps de faire les belles images et ensuite de faire des tests. Et quand je parle de tests, par exemple, parce qu'il y a des trucs en automatique qui sont proposés sur le drone, comme par exemple le fait que le drone vous suive. Enfin, vous suivez automatiquement, par exemple vous êtes en voiture, vous mettez le drone en l'air et ensuite le drone vous suit. Voilà, il n'y a pas besoin de le diriger. Ce genre de choses. Ou par exemple le turnaround, ça veut dire vous décidez d'un point que vous voulez prendre, comme par exemple, je sais rien, un bateau qui est en pleine mer et vous dites je veux tourner autour de ce bateau-là. Et ben vous dites que le bateau est le point et lui fait il tourne autour en fait de manière automatique, vous n'avez rien à gérer. Et après il revient. Bon, je voulais faire ce genre de test. Et comme à chaque fois que je veux faire des tests, souvent ça se passe pas forcément très bien. Et ben j'étais peut-être à 10, il me restait peut-être 30% d'autonomie et j'étais en train de faire mes petits trucs et puis je vois qu'à un moment je perds le signal. Et quand on perd le signal, c'est souvent parce qu'on est trop loin, quand le drone est parti trop loin et que la télécommande en gros capte plus. Donc il y a la perte de signal visuel, c'est-à-dire je ne vois plus l'image de ce que je suis en train de filmer.
Et puis ensuite, il y a la perte totale de signal, qui est là, en gros, il n'y a plus de direction. C'est-à-dire que je peux aller à gauche ou à droite sur ma télécommande, le drone, lui, il ne va pas bouger. Donc j'avais cru que c'était ça. Et normalement, quand c'est comme ça, hein, mon nouveau modèle, quand c'est comme ça, le drone se met en stand-by quand il n'a pas d'instruction. Donc il s'arrête et il attend d'avoir des instructions. S'il n'a pas d'instruction pendant, je crois que c'est à peu près 1 minute, il repart à son point de décollage, donc le fameux go home. Et là, il le fait automatiquement, son go home. Donc j'étais sûr qu'il était bon. Sauf que là, 1 minute, j'attends. J'ai toujours pas de signal. Je dis ok, bon. J'ai attendu 2 minutes et quand vous commencez à attendre 2 minutes, déjà il y a des petites gouttes qui commencent à se faire sentir. Et c'est pas la chaleur, hein. Bien qu'il faisait chaud. Et du coup, je dis bon, ok, c'est mal barré. Donc je repars avec ma télécommande en essayant de me rapprocher du dernier endroit où je faisais mon film. Et je vois toujours rien, il n'y a toujours pas de signal qui émet. Et là, je me dis ok, c'est KO, le truc il est tombé dans l'eau. Parce qu'en fin de compte, j'étais en train de faire mes tests au-dessus du lac. Encore une bonne idée. Donc je me dis ok, j'ai pas le signal, je suis sûr que le truc il s'est craché dans l'eau et c'est fini. J'étais dégoûtée pour lui parce qu'en plus il était déçu parce que ça faisait 2 fois que ça lui arrivait. Et puis on se dit, mince quoi, c'est de l'argent quand même, on fait des économies d'un côté, on essaye vraiment de voyager en économisant, en dépensant le moins possible. Et ce truc qui n'est pas vital, dont on peut se passer, voilà, ça fait 2 fois de suite, je trouvais un peu le coup dur. Bon, le soir venu, il se dit, c'est pas grave, ma poulette, je retourne, je vais quand même voir si je vois un signal ou pas. Je fais comme la dernière fois, je repars à l'endroit, au dernier endroit où je filmais, j'attends le soir. Et là, bing, 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 j'entends rien. Hein. Par contre, je vois les lumières de mon drone et là je dis wouh. Alors le ouh était un peu bizarre parce que je vois d'une, je suis content parce que je le vois. De 2, je suis pas content parce que là où il est, c'est dans un arbre niché à je sais pas combien de mètres de hauteur. Le genre de truc hyper difficile d'accès parce qu'en descente en plus avec des marches, c'était un accès pour accéder au petit ponton du barrage, là où les gens vont faire du jet ski. Donc vraiment endroit très pentu, pas sécure du tout, et l'arbre le plus haut du bordel quoi. C'était pas à 2 mètres de hauteur, c'était beaucoup plus haut. Il faisait nuit, hein, donc on s'est dit on verra ça demain matin. Le lendemain matin, dès 7h30, 8h, il se prépare et il va au premier magasin qu'il trouve pour acheter des cordes. Ouais, je suis parti en escalade en fait. Je me dis, attends, je vais escalader le truc. Et puis je vais la rattraper quoi. C'est haut, mais en fin de compte, le problème c'était juste de savoir est-ce que je peux monter d'une, et ensuite, une fois que je suis arrivé on va dire, à la fin du tronc, est-ce que je peux passer d'une branche à une autre. Je suis parti acheter mes cordes dans la ville d'à côté, et bon, pour trouver des cordes pour escalader. Surtout au Montargis, c'était pas forcément le meilleur endroit. Hein, c'est sûr, c'est plat de chez plat là-bas. Il n'y a pas trop de montagnes. Par contre, il y avait un Chinois. Les Chinois, ils ont des bonnes idées. Les Chinois, normalement, ils ont tout. Bon. Alors, ils avaient de la corde. Enfin, il y avait une texture sur la corde. Forcément, c'est fait avec des filaments, voilà. Et à chaque fois que je le lançais sur l'arbre ou sur la branche, en fait, la branche, elle est pas lisse. Et quand je le lançais, la corde, ça s'agrippait en fait, donc ça tombait jamais, j'arrivais pas à faire le tour avec la corde, même si je mettais une pierre au bout pour faire un contrepoids. Il n'y arrivait pas. Ça marchait pas. Il n'arrivait même pas à se hisser à 20 cm. Je n'ai même pas réussi à monter quoi que ce soit, j'ai même pas pu tester la sécurité de mon truc. J'étais mort de rire. Pas bon. Donc mon petit aller-retour pour aller chercher de la corde était inutile. Ouais. Et peut-être 1 heure après, 1h30 après, je repasse. Et là, je vois effectivement les 2 mecs qui sont normalement en charge de toute la partie qui s'occupent des arbres, qui s'occupent en partie des plantes et tout ça. Du camping, ouais. l'espace vert. Et je les vois passer. Et donc je les interpelle et ils comprennent effectivement que je suis le propriétaire du drone, et je leur montre où est le drone. Ils me disent ok, pas de souci, tu me laisses 10 minutes et on revient. Ouh, super. 10 minutes, ça me laisse juste le temps de retourner au mobil-home, d'aller chercher un drap, parce qu'une fois qu'il va tomber, il faut pouvoir l'attraper. Surtout qu'il y avait des marches en dessous. Voilà, il y avait des marches, en gros, c'était vraiment pas le meilleur endroit pour tomber. Et donc je vais au mobil-home, j'attends un peu, je dis 10 minutes c'est bon, je vais leur laisser un peu le temps. Je prends mon drap et je repars tranquillou me positionner. Voilà, 5 minutes étaient passées. Et là, je vois déjà le mec qui est dans l'arbre. J'ai dit ouh, super, et puis il avançait bien, hein, il était déjà sur la branche. Oui, genre, il était déjà à 10 secondes de mon drone. J'ai dit ouh, j'étais content.
Et du coup, je m'approche, j'avais mon drap dans les mains, et là, je commence à poser mon drap, et là, je l'entends un peu gueuler, je lève la tête, et là, je vois mon drone. Mon drone qui tombe devant moi presque. Oh putain, les boules. Et le bruit, on l'entend encore, hein, parce que c'est un escalier hein, presque. Hein, donc c'est du béton. Et là, je me dis, oh bordel. Ouais. Mon drone qui tombe. Alors là, c'est. Le mec, il devait être dépité, quoi. Et là, il me dit, ah, excusez-moi. Et ben, Trop tard, t'as 900 euros, il est déjà tombé là. Ah. Je récupère mon truc. Bon, il y a toujours de l'espoir en fait en moi. Hein. Je suis un optimiste de nature. Ouais. Je prends le drone. Je dis, il est pas 9-9 là. Il est pas 9-9, mais il est quand même en un seul morceau. Voilà, enfin, les ailes sont pétées. Les ailes étaient pétées. Mais ça, c'est pas grave, les ailes, ça coûte rien du tout. Par contre, la came, on voyait qu'il y avait plein de bouts de verre. La came était. En fait, je crois qu'il est tombé sur la came en fait. C'était l'endroit le plus fragile. Il est tombé dessus. Et là, j'ai dit. Donc, Christophe rentre dans le mobil-home. Content d'avoir quand même son drone. Moi, déjà, je l'ai vu avec, j'étais déjà contente, mais bon, quand il m'a montré l'état, je me suis dit, bon, ok. Et là, il rebranche son drone, il le recharge, on importe les images, et là, le pire, c'est notre hurlement primaire dans le mobil-home, c'est de se rendre compte qu'en fait, le drone ne s'est pas pété quand il a atterri dans l'arbre, mais qu'il s'est, parce que les images étaient nickel. On a les images, hein, on vous les montre. On vous les montre en même temps, là. Mais qu'il s'est vraiment pété tout simplement quand il est tombé par le mec. Donc c'est vraiment doublement les boules parce que là, Christophe, quand il a vu les images, que le drone continue à tourner et que l'image était nickel, de chez nickel, il n'y avait pas une fissure ni rien du tout, ça veut dire que la caméra avait rien pris. Dans les arbres, en fin de compte, il n'y a que les ailes qui ont peut-être dû péter. Je regarde le prix de la caméra, oh là 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 là. En fait, c'est la pièce la plus sensible et c'est aussi la pièce la plus chère. Donc, Mais je suis parti, on avait visité un endroit après où c'était magnifique et je dis mais c'est pas possible. Je peux pas avoir mon drone avec une caméra qui, en gros, j'étais en l'air, je filmais et ça bougeait comme ça. Je dis oh non, c'est pas possible. Non, bon. Et la pièce se changeait facilement en fait. Il suffisait simplement d'aller l'acheter et de la changer. Simplement quoi. Voilà. Donc bon, Christophe a fini par changer sa pièce et on a un drone tout neuf. Pour combien de temps? On ne le sait pas. Et je sais toujours pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais, là par contre, je me dis, alors si on a une petite. On sait pas trop si c'est ça, mais. Moi j'avais repéré qu'il y avait un placard électrique en fait. Un gros placard électrique. Qui je pense, alimentait tout le camping. À mon avis, ça partait de là. Et comme par hasard, il se dirigeait, enfin, on le voit bien sur les images, il se dirige vers ce grand placard électrique. Il plonge en diagonale, donc c'est quand même bizarre. Et le boîtier est juste derrière ce grand arbre. Moi, je vois pas d'autre chose. Après, on sait pas. Hein. Depuis, il l'a parfait. Non, faut faire gaffe. Bon voilà, les histoires du drone à Christophe. Dernière anecdote, c'est tout simplement, je pense que ça arrive à tout le monde, c'est de se parler à quelqu'un de local, essayer de communiquer en portugais hein, déjà, pendant bien 5 minutes pour demander un chemin ou quelque chose, puis d'essayer de tâtonner l'anglais, hein, voir s'il parle un peu anglais quand vraiment on comprend rien, et puis finalement de se rendre compte au bout de 10 minutes d'échange et de mimiques et de gestes qu'il parle français. Voilà, ça nous est arrivé une fois et on était morts de rire en montant dans la voiture parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible quel nouille on est, on devrait demander tout de suite s'il parle français ou anglais, quoi. On aurait gagné 10 minutes. Voilà, on vous a raconté les petites anecdotes au Portugal. On vous met quelques images de bêtisiers de ces 4 mois. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. C'est surtout des petits bêtisiers. Moi, je fais souvent des gaffes. Des gaffes ou des mots qui se transforment. Enfin, voilà, donc j'en ai pas mal. Ou je suis assez maladroite. Hein. Il y en a qui, mes amis me reconnaîtront là-dedans. Donc, je vous fais un petit mix de bêtisiers. On vous a tout dit sur nos 4 mois au Portugal. On remercie beaucoup Lydia, Susanna, Lulu, Ricardo, Aurore, Anne-Sophie qui nous avait, alors qu'on n'a pas rencontré malheureusement, mais qui nous avait aidé sur internet et qui on a failli se rencontrer, on avait loupé l'occasion à Sintra. Mais c'est pas perdu, elle peut revenir quand elle veut nous voir. Ouais. Pareil pour tous. Un grand merci à tous ces Portugais qui nous ont vraiment ouvert leur cœur, tendu la main. Aurore est française, mais bon, elle est devenue un peu portugaise depuis qu'elle vit au Portugal. Vraiment un grand merci à tous parce que vous avez tous été précieux dans notre petit cœur. On vous garde avec nous et on espère un jour pouvoir vous recroiser. Que ce soit au Portugal ou ailleurs. Allez, à bientôt. À bientôt.
Mais c'est pas plus mal, c'est une belle valeur en tout cas que ça m'aura appris et que ça continue, je pense, d'agir sur moi. Puisque c'est nul. Pourtant, le minimalisme, on est obligé de s'adapter au nouveau milieu dans lequel on est. Voilà. Voilà, voilà. C'est cool! J'adore! Il passe un coup de fil. Un coup de fil téléphonique. Mais il vient pas avec nous? Si, il va nous rejoindre. Coup de fil téléphonique. Ouh, elle était belle celle-là. Comment ça ne vole pas beaucoup? Surtout que ça doit faire ça. C'était maman. Une main qui glisse un peu. Ça, je m'en doutais, celle-là. Je m'en doutais d'elle, de toute façon. Sia. Et après, un D. Un petit D. Sérieux dans cette vie de la Sintra, je sais pas. Il y a une ambiance, particulière. D'accord. Oh! Mais t'es fou toi, tu vas tomber! Eh bien voilà. Ok. Et puis ensuite, suite aux invasions suite aux invasions napoléoniennes, ils se sont enfuis au Brésil. Et Napoléonienne. Napoléonienne, c'est ce que j'ai dit? Non, t'as dit napoléonienne. Non. Suite aux invasions napoléoniennes, Et tu recommences. J'arrive pas à le dire. Napoléonienne. Non, je dis pas napoléonienne. Napoléonienne? Oui. Bah oui, napoléonienne. Estejas tu onde estiveres, quem sabe com outro alguém. Eu só te peço que me digas, só te peço que me digas que ao menos te sentes bem.